programme d'accélération de la mise en œuvre du plan d'action du plan national de développement, le PND, et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse. Voilà le thème du 7e séminaire gouvernemental, donc le 7e de son genre, depuis qu'Anatal Koloné Makosso est Premier ministre en 2021. Le premier séminaire, je tiens à vous le rappeler, a eu lieu donc du 14 au 19, donc c'est du en mai plutôt 2021, donc du 14 au 19 juin, 2021, le premier séminaire pour thème appropriation par les membres du gouvernement du projet du président de la République dans la perspective du programme d'action du gouvernement. 7e séminaire pour quel impact sur ce plateau. Blanc Constant Ibarra PA, docteur de son état, Guy Benoît de Victor, journaliste, et Romy Kokila, journaliste également, sur ce plateau avec moi pour comprendre l'intérêt de ces séminaires et quel en soit réellement l'impact sur le social, sur la vie économique et même politique. Merci, chers messieurs, et bonsoir d'être en direct sur Tcheleka Média. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci, vous qui nous suivez en ce moment, partagez le contenu, invitez et d'autres followers, surtout vos followers, pour suivre cette émission. Le débat est en direct, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions et donner vos avis. Nous les lirons en direct sur ce plateau. Vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur TikTok également et Instagram, n'oubliez pas de partager le contenu. Alors, chers messieurs, nous sommes avec vous. Alors, la première question, je la pose au docteur Blanc-Constant et Ibarra. Docteur, alors, peut-on comprendre l'intérêt, pourquoi les séminaires gouvernementaux? D'abord, merci. Merci aux millions de téléspectateurs. Salutations aussi à mes deux copanélistes ici. Je pense que les séminaires gouvernementaux, tel qu'ils s'est organisé, d'abord, c'est une nouveauté au Congo. Cela peut être rangé, peut-être. En tout cas, vous voyez que je suis dans des peut-être. Le management, le nouveau management du Premier ministre Anatole Koloné Makosso, qui estime certainement qu'il y a déficit, parce que vous avez rappelé le premier thème, c'était l'appropriation du programme d'action de chef de l'État. Donc, ça veut dire qu'il a constaté qu'il y avait un déficit au niveau de ses ministres, puisque c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui organise, et il fallait donc organiser les séminaires pour souffler peut-être quelque chose à ses ministres. Mais, au fond, on va regarder quelle en est la pertinence. C'est lui qui sait le pourquoi, mais on va voir quelle est la pertinence, quel est son impact sur l'évolution des institutions ou bien l'action gouvernementale. Ok. Romy Kokila, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le gouvernement, sinon les gouvernements, puisqu'il n'y a pas que le Congo, la Côte d'Ivoire organise les séminaires, la RDC également organise les séminaires gouvernementaux. Est-ce que nous pouvons comprendre pourquoi organiser les séminaires pour un gouvernement? Bon, c'est une interrogation de tous les Congolais par habitude, parce que nous avons une tradition gouvernementale depuis les indépendances du Congo. Et comme Ibarra venu de dire, c'est une nouveauté. Et les esprits sérieux devaient s'interroger sur le pourquoi. Et lorsqu'on essaie de pousser dans la réflexion, pédagogiquement parlant, on se dit, séminaire égal école d'apprentissage. C'est là où se pose tout le problème. Un gouvernement devait-il arriver à l'exécutif, ça pour exécuter, apprendre encore. Apprendre quoi? Quand vous avez parlé, j'ai écouté l'appropriation. Les mots disent ce qu'ils disent. S'approprier intellectuellement, c'est apprendre. À quel moment vont-ils apprendre et vont-ils exécuter? J'aime souvent faire des mises au point pour éclairer l'opinion, parce que souvent il s'agit des politiques. Si moi personnellement nous nous interrogeons à cette question, parce qu'il s'agit de l'action d'un instrument qu'on appelle le gouvernement ou l'exécutif. Quel est le rôle de l'exécutif? Il faut le dire aussi simplement. Nous avons donné de nos suffrages à un monsieur, Denis Sassou Nguesso, et donc, son programme, que certains journalistes parlent maladresse, disent, programme cher au chef de l'État, il est le programme cher aux Congolais, donc ils nous ont adopté. Donc, le contrat entre les Congolais, le souverain premier et le chef de l'État, et ce contrat est
est circonscrit dans le temps du mandat. Et donc, les Congolais veillent absolument à l'exécution de leur programme. Il s'agit de leurs aspirations, il s'agit de l'avenir du Congo. Donc, lorsque l'exécutif se lance à l'exécution, nous avons du mal à supporter ce qu'on appelle un séminaire, parce que c'est comme, pour dire, quelqu'un qui a une mission à accomplir dans un délai donné très vite, et une émission hautement élevée qui va passer encore ce temps à apprendre. Parce que j'utilise bien le mot, l'appropriation et le séminaire, il s'agit d'une école d'apprentissage. Qui apprend? Qui enseigne? Qui doit être enseigné et pourquoi? À quel moment doit-il exécuter ce programme? Et la réalité en face nous pousse à nous interroger. Voilà, et qui nous pousse à nous interroger, interroger aussi Guy Benoît de Victor pour connaître qu'est-ce qu'il pense, lui, de ces séminaires gouvernementaux. Voilà, je le disais tout à l'heure, le Congo n'est pas le premier pays, sinon n'est pas l'unique pays à organiser les séminaires gouvernementaux. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi un gouvernement doit-il organiser des séminaires? Eh bien, merci beaucoup. Je crois que les amis ont abordé dans le même sens. Moi aussi, je me demande, quand je cherche à définir ce que c'est qu'un séminaire, je me dis que c'est un groupe, c'est une réunion des professionnels pour apprendre, pour l'étude d'un thème. Un gouvernement a pour mission d'exécuter la vision du chef de l'État. Il s'avère que la vision du chef de l'État, c'est une politique pour améliorer la condition de vie des citoyens. Mais pour le faire, je crois que, en principe, l'homme qui a la mission du chef de l'État doit remplir certaines conditionnalités. Et dans ce sens-là, je m'imagine que si on va au séminaire, c'est pour que ces hommes qui sont à qui on a confié la mission d'exécuter la volonté du chef de l'État apprennent comment le faire. Parce que pour le faire, il faut avoir la qualité d'homme d'État. Oh, ce qui nous manque. Moi, je croyais que ce genre de séminaire, ça vaut la peine dans la mesure où la plupart de ceux qu'on place à ces postes-là sont des hommes politiques. Alors que nous avons bien besoin des hommes d'État pour appliquer la volonté du chef de l'État, pour améliorer les technocrates. Puis dans ce sens-là, c'est normal que les gens apprennent qu'est-ce que c'est que gouverner, qu'est-ce que c'est que appliquer la politique du chef de l'État. Oh, j'ai l'impression que ce qu'on nous propose, c'est autre chose. Mais c'est cette fois qu'on nous le propose. Mais les vices que nous condamnons par rapport au comportement des uns et des autres, à l'éthique que développent ces hommes nantis du pouvoir de l'État, qui doivent exécuter la politique du chef de l'État, nous avons des vices que nous notions. Nous pensions que le Premier ministre, en organisant ces séminaires, veut inculquer à ces hommes-là, et c'était gabarit pour devenir des vrais managers. Bon, ce que nous constatons, c'est qu'ils ne le sont pas. Oui, on va en parler. J'en arrive. Oui. Par exemple, le Premier ministre nous a dit, dans ce plan, à l'entame de son mandat, qu'il veut restaurer l'autorité de l'État. Parce que ça manque. Je crois que quand on organise le séminaire, c'est pour apprendre à ces minutes comment restaurer l'autorité de l'État. Mais quand je vois le rapport, j'ai l'impression que c'est un ministre qui enseigne aux autres ce qu'il doit faire. Au lieu de nous dire comment on doit gérer l'État, c'est ce qu'on attend du gouvernement. Oui, donc, merci pour ces précisions. Alors, je reviens à vous, Blanc Constant et Barapéa. Dans le cadre du Congo, nous savons que le Congo traverse une période de crise ou encore sort d'une période de crise économique et financière très très difficile. Est-ce que aujourd'hui ces séminaires en raison de leur raison d'être, est-ce que le Congo a réellement besoin, sinon le gouvernement congolais a-t-il réellement besoin d'organiser les séminaires? C'est là que le problème. Et Guy Benoît s'est interrogé sur le contenu de ce séminaire. On en parlera, sinon je peux vous rappeler le contenu. De ce séminaire. Est-ce qu'on a réellement besoin de ce séminaire? On a l'impression que le gouvernement est devenu un lieu où les individus vont faire des stages au sommet de l'État. Or,
Si ce sont des séminaires pour approprier un certain nombre de valeurs, pour approprier la manière de gérer l'État et autres, le problème en réalité chez moi, ça ne se pose pas. Je prends un exemple simple. La plupart des gens qui sont au gouvernement ont une expérience politique et administrative. Je prends l'exemple du docteur Manguessa Ebomé. Avant d'être ministre, il était maire de Ouessou. Ça veut dire qu'il connaît les arrêts techniques de gouvernance, de gestion d'une communauté, et puis il était l'ordonnateur principal. Madame la ministre, le professeur Adouki, par exemple, elle était déjà directrice de cabinet d'un ministre. Et puis, elle est juge au conseil constitutionnel avant notre gouvernement, professeur de droit. Si nous prenons le docteur Montou, par exemple, avant d'être ministre, je crois qu'elle était directeur général. On peut citer autant d'exemples. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner là-bas? Ils vont apprendre quoi au séminaire? C'est pas parce que les autres organisent les séminaires que nous aussi nous sommes obligés de l'organiser. Ça dépend du contexte. On n'est pas dans les mêmes pays. Chaque pays a ses réalités. C'est pas parce qu'on est des on organise des séminaires, on ne connaît pas le contenu des séminaires qu'on organise en ADC, quelles sont les thématiques. Oh, j'ai l'impression, quand j'ai suivi surtout le dernier conseil des ministres, le dernier séminaire, le 7e, oui. J'ai cru comprendre que chaque ministre avait une thématique qu'il développait en présence des autres et à la fin on décide. Bon, si c'est ça, si c'est vraiment ça, ce que j'ai cru comprendre, si c'est vraiment ça ce qui s'est passé là-bas, et ça c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est vraiment une plaisanterie de mauvais goût. Parce que c'est le travail qui devrait se faire dans les cabinets de ministres, puisqu'ils ont les conseils de cabinet. En dehors de conseil de ministres, il y a le conseil de cabinet. Donc, je pense que c'est le travail que chaque ministre devait faire avec son cabinet. Et puis, vous présentez ce projet au conseil de cabinet. Et ça quitte le conseil de cabinet, ça part au conseil de ministres. Et donc, pour vous, ce sont des réunions de trop. Ce sont des réunions de trop et il faut s'interroger, ça coûte combien à l'État? Est-ce que ces réunions ne sont pas motivées? C'est une question donc, que je me pose. Ne sont pas motivées par ce ne sont pas des motivations pécuniaires. Très bonnes, comme vous voulez bien le dire. Des rentes, ce ne sont pas des réunions rentières. Parce que selon les informations que nous avons recueillies ici et là, il ressorte que les membres du gouvernement qui participent à ce séminaire seraient gratifiés, je parle au conditionnel, d'une somme, d'une prime de 3 millions le jour. Bon, s'ils ont passé 3 jours, sous réserve de la véracité de l'authenticité de ces informations, s'ils ont passé 3 jours de séminaire, donc 3 millions x 3, ça fait 9 millions, vous multipliez par le nombre de ministres, et vous avez la réponse. Et associé à cela, les primes de ceux qui sont avec les ministres, tout ce qui va avec, on a l'impression que nous ne sommes pas en crise. Alors que si on était en crise, on devrait mettre l'accent sur l'orthodoxie financière. Or là, on est plus dans des dépenses, dans de la jouissance. Et donc, pour vous, le Congo, en réalité, le gouvernement n'a pas besoin... On n'a pas besoin. Qui nous assure que réellement, c'est quoi le contenu? C'est ce que j'ai suivi là. Le contenu, nous parlerons du contenu. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement... Il faut rappeler que ce projet est initié par l'ancien Premier ministre Clément Mwamba et qui pensait qu'il fallait avoir ces échanges. Mais d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, en France, vous avez des séminaires gouvernementaux où les ministres se regroupent pour certainement apprendre tel ou tel concept, étudier certainement les crises qui se déroulent à travers le monde, quelle posture prendre, comment parler quand on est en public. Il y a ce type de séminaire. Donc, est-ce que vous pensez que le Congo, lui aussi, le gouvernement, n'a-t-il pas le droit, comme les autres pays, organiser les séminaires? Bon, voilà, le mal ici, c'est que le gouvernement congolais a fait de ces séminaires une tradition. Les hommes sont appelés à se former. Même le chef de l'État peut aller en séminaire. Mais lorsque besoin il y a, j'établis l'adéquation entre ces séminaires et ce qui est fait sur le terrain. J'établis mon chronomètre. Il nous reste combien d'années dans l'exécution du mandat? C'est là tout le problème. L'Élysée, qu'est-ce que l'Élysée fait? Vous savez, vous êtes dans une société savante où le gouvernement, où l'Élysée travaille avec les sachants, les grands scientifiques. Et quand vous êtes, par exemple, ministre dans les questions liées à l'espace, vous avez besoin d'un séminaire avec les scientifiques pour maîtriser ces données.
Or, chez nous, ça paraît comme une tradition maintenant, où, à la fin, vous avez des motions de soutien au chef de l'État. Comme au dernier séminaire. On est dans quel cas? Y a-t-il mal à ça, à faire une motion de soutien? Non, ça donne une connotation politique. Ils ne sont pas des politiques au gouvernement, ils sont à l'exécutif. Ce sont des appareils d'exécution, je dis bien, de notre programme. Ce n'est pas leur programme. Et il y a quelqu'un, à la fin, qui doit tirer profit de l'exécution de ce programme, de ce succès, parce que le président va se représenter. C'est là où les souverains primaires ne pardonnent pas les ministres. Je vais vous dire encore une chose, logiquement, ne peut apprendre, Socrate le dit dans la logique du raisonnement, n'apprend qu'un ignorant. Ça, moi, je ne triche pas avec le raisonnement. Ne peut apprendre que quelqu'un qui ne connaît pas. S'il y a un enseignant, c'est qu'il y a un enseignant. Je suis là en face d'un professeur d'université. Alors, enseigne-t-il les sachants? Je ne pense pas. On va au séminaire parce que on ne connaît pas. On manque du savoir. Mais comment alors être à l'exécutif sans être préparé pour accomplir une mission nationale, une mission d'État? Donc, le séminaire nous renvoie un message qui ne dit pas son nom. Le séminaire révèle l'échec de l'action gouvernementale. Il ne fallait même pas qu'il y ait séminaire. Parce que le Congolais, quand il entend séminaire, il jauge les actions gouvernementales. Il se dit, mais effectivement, nous avons affaire aux gens qu'il faut encore former. C'est là tout le problème. Sinon, la question que j'aimerais poser au ministre, pourquoi vont-ils au séminaire? L'expérience, je ne vais pas ailleurs. Je ne vais pas d'une génération spontanée. Nous avons vu tous les gouvernements passer ici. Mais je pense que lorsqu'on nomme un ministre, c'est pour la compétence, c'est pour qu'il les réponde. Et les 12 batailles. Qu'est-ce qu'on peut dire des 12 batailles? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les ministres n'ont pas été formés pour affronter, rendre manifeste les 12 batailles? Mais en tout cas, ils continuent d'être formés. C'est là tout le problème. Lorsqu'ils lancent ces séminaires, nous n'avons pas compris le contenu. Je vous dis, dans des milieux sérieux, dans des sociétés sérieuses, on fait des séminaires, mais on ne les annonce pas. Ça ne passe pas à la télé. Ça ne peut pas passer à la télé parce qu'ils ont une mission précise. L'exécution de notre programme. Et à la fin, pour les politiques, le président doit être reconfirmé. Et donc, l'échec qui se voit à l'œil nu et ce qu'ils inventent comme séminaire tombera sur une seule personne, malheureusement, que les Congolais ont fait confiance. Le président Lapleu voulait dire. Est-ce que ces ministres seront-ils responsables ce jour-là? Guy Victor, est-ce qu'on peut s'attendre à un argumentaire contraire à ce qu'on a entendu ici, puisque si le gouvernement, nous nous souvenons que sous Hollande, il y a eu plusieurs quand même séminaires organisés. On se souvient que lors d'un séminaire, l'actuel président de la République avec l'un de ses collègues de l'intérieur, j'oublie le nom m'échappe, ont même eu des chafouries, j'ai envie de dire, des contradictions qui ont voulu leur conduire à la main, pardon. Alors, au Congo, vous pensez que le gouvernement n'a pas vraiment besoin d'organiser un séminaire gouvernemental? Bien, merci beaucoup. Non, il n'y a pas un âge pour apprendre. On peut apprendre jusqu'à un certain âge, jusqu'à X temps, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour apprendre non plus, comme on dit. Mais, quelle est la thématique? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Le gouvernement a le droit d'organiser des séminaires si c'est pour l'intérêt national. Par exemple, le professeur Pascal Lissouba, le premier à instituer dans ce pays les séminaires du gouvernement, c'est le professeur Pascal Lissouba. Il en a organisé dans ce pays-là quand il prend le pouvoir. Et vous savez, quand il organise le séminaire, il voulait apprendre à ses ministres à connaître le pays. Moi, je me rappelle qu'il posait la question aux membres du gouvernement qui étaient là, où est-ce que se trouve, qui connaît où se trouve Abala Ndolo? Abala Ndolo se trouvait où? Parce qu'il disait que on ne peut pas être ministre de la République sans connaître la République pour laquelle on travaille. Et quand il pose la question au ministre où se trouve Abala Ndolo, on a compris que beaucoup de ministres ne savaient même pas où se trouvait Abala Ndolo. Et comme aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui, il y en a qui vont aussi se demander Abala Ndolo, c'est où? Voilà, si on doit apprendre ça, c'est normal. C'est comme un jour aussi, à ce même séminaire, il donnait l'heure. Il est exactement quelle heure, mon ami Romik, tu te rappelles, tu es de ma génération. Il disait, il était quelle heure, où, dans quel endroit du pays? À Garabizam. Mais Garabizam, c'est où?
Quand il disait il voulait bien que les ministres découvrent où se trouve Garabizam. Tout le monde se demandait, se pensait que Garabizam c'était à l'étranger. Au Mozambique. Hein? Il pensait que c'était même au Mozambique, ou je sais pas moi, vers où là. Bon, mais voilà les séminaires. Parce qu'il voulait leur apprendre à connaître la République. Quand je parle de Garabizam, je crois que mon ami Manguessa doit comprendre, doit dire aux amis où se trouve Garabizam. Puis ça se trouve dans la Sanga. Quand je parle d'Abalandolo, mon frère, comment on l'appelle, le député de Lekana ou de Djambala, mon frère Tiba et Ngouimba doivent savoir qu'Abalandolo se trouve dans le plateau. Voilà, en ce moment-là, est-ce que tous les ministres savent ça? Je crois que s'il y avait des séminaires, c'est nous apprendre comment gérer l'État, comment mettre en exécution les 12 batailles du président de la République. Comment? Voilà. Parce qu'on ne peut pas venir à l'exécutif pour apprendre, pour faire école. Vous êtes au front. Si on vous dit amener, c'est parce qu'on pense que vous êtes capable d'exécuter la volonté du chef de l'État. Et c'est cette volonté qui a fait que le peuple lui confie les règnes du pouvoir. Mais bon, tout ça, on passe le temps à faire des séminaires parce que dans ce pays-là, il n'y a pas de sanctions. On ne rend pas compte au peuple. Hein? Il n'y a pas de compte rendu. Il n'y a pas. Le président ne dira jamais ce qu'il a fait. Parce que ça fait longtemps qu'il est... Je n'ai pas envie de faire des comparaisons, mais pourquoi pensez-vous que les autres gouvernements le fassent, puisque, je le disais, la RDC, avant même... Mais c'est quelle thématique il développait? Voilà. Il développe quelle thématique? C'est ça le problème. Qu'est-ce que la RDC? Oui, séminaire. Je dis que le séminaire... Des thématiques, je vous rappelle les thématiques, je les prends pêle-mêle. Oui. Je lui dis que nous sommes au 7e séminaire, oui, donc je prends donc le 17 septembre 2021, donc il y a eu un autre séminaire, oui, donc on parle de l'évaluation trimestrielle et exécution optimale du budget de l'État. C'était ça la thématique. L'autre séminaire, vous vous souvenez, c'est le 5 janvier 2022, l'opérationnalisation du PND pour relever les défis sociaux, gage de succès du projet de société du président de la République. Je peux encore ajouter le 5e séminaire. Le 5e séminaire, oui, le thème, c'est relever les défis du moment. Donc, les points qui ont été abordés à ce séminaire: deuxième revue du FMI, opérationnalisation du PND, mise en œuvre du plan de résilience sur la crise alimentaire, lutte contre les antivaleurs. Voilà, pêle-mêle, les différents thèmes de ce séminaire, puisque vous parlez du contenu. Oui, je pense que c'est les thèmes... Remik, pardon, je pense que les thèmes que vous venez d'évoquer, ce sont des thèmes qui ont une grande importance. C'est ça qui devait, normalement, inviter les ministres à débattre au Conseil des ministres. Je me pose maintenant la question, que font-ils au Conseil des ministres? Parce que c'est des thèmes qui seraient débattus lors de leurs échanges du Conseil des ministres. Mais comment sortir du cadre du Conseil des ministres, aller débattre sur des questions qui font partie de la feuille de route? Mais les bilans donc de certains produits devaient être examinés au Conseil des ministres. Pourquoi sortir de ce cadre, aller vers le séminaire? Tel que vous avez évoqué là, ça c'est pas un séminaire. Ça c'est pas un séminaire à mon avis, parce que le séminaire, comme les autres ont dit, doit se focaliser sur un thème qui a un intérêt général et qui touche les priorités. Or, ce que vous entendez là, c'est des questions déjà évoquées qui font partie de 12 batailles. On s'interroge. C'est au gouvernement qu'on devait faire ce travail. Sans les en vouloir, mais franchement, je te dis que faire des séminaires, en fait, c'est pas l'apanage du gouvernement. Je dis bien la mission du gouvernement dans un état est précis dans le temps, le chronomètre est là. Pour des politiques avérées, nous avons connu combien de gouvernants dans ce pays, toi qui as écrit sur ça. Pourquoi les séminaires deviennent une mode? Moi, mon problème, c'est pas que je suis contre les séminaires. Moi, c'est l'exécution du problème, parce que il va de la vie du Congolais, il va du progrès, du développement du Congo. Chaque gouvernement qui arrive, il pose ses briques, comme on dit, le pays avance. Mais si on passe le temps dans les séminaires. Mais depuis ce temps, pourquoi les gens n'étaient pas formés? Doit-on amener les gens non formés pour les former? C'est comme un militaire, vous l'avez vu en champ de bataille, sans formation commune de base. L'ennemi est là, vous lui donnez l'arme, vous l'apprenez les armes en pleine bataille. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas contre. Les gens doivent se perfectionner, même individuellement. Il y a des hommes d'État qui se forment même à distance. C'est pas ici. Et je pense que
c'est pas trop gentil pour les Congolais. Voilà. Guébélal Victor, vous riez. Oui, c'était pour vous dire, ouais, ça me fait sourire. Parce que les thèmes tels que vous les avez évoqués là, si c'est ça, les thèmes de différents séminaires qu'il y a eu, les 7 séminaires qu'il y a eu dans ce pays, dites-moi, qu'ont fait les ayants reçus après avoir appris tout cela? L'impact. Quel est l'impact? Qu'ont fait? Quel est l'impact sur la société? Puisque vous avez parlé du PND 2000 combien là? PND de cette année, là, voilà. En 2026. Vous avez parlé de beaucoup de... Vous avez commencé en quelle année? 2021. Il y a eu quel impact dans la société? Ils ont appris. Mais c'est ça le rôle du ministre. Les PND sont décidés comme politique à mener au cours de telle période à telle période par le gouvernement. C'est cela. Bon, on apprend encore quoi? On apprend quoi? Mais il y a beaucoup de choses qui manquent à la République. Par exemple, je prends un exemple comme ça. Les valeurs des symboles de la République. Est-ce que tout le monde connaît ça? Puisque nos enfants sont allés commettre des bêtises. Est-ce que les ministres en charge des enseignements connaissent les délits qui accompagnent la désacralisation des symboles de l'État? Est-ce que on connaît tous mais oui, mais, la loi prévoit? Mais je viens tout à l'heure vous rappeler l'une des thématiques. On parle bien des sujets abordés lors du 5e séminaire. On parle bien de lutte contre les antivaleurs. Oui. Mais dans les propositions ou sinon les conclusions de ce séminaire, il y a entre autres ce que vous évoquez. Donc on peut déduire, selon ce que se fait actuellement, que le gouvernement a réellement raison d'organiser. Mais dites-moi, après combien d'années? Dites-moi, mais ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que ces enfants qui ont commis des bêtises connaissent ce que c'est que la valeur du drapeau national, connaissent ce que c'est que les valeurs des symboles de la République, puisque c'est pas enseigné à l'école? Est-ce que c'est maintenant qu'on doit enseigner ça au ministre? Est-ce que c'est maintenant là, alors que la République existe depuis combien d'années? Alors que vous saviez, nous, de notre génération, nous savions qu'à l'époque, quand on levait les couleurs, tout le monde s'arrêtait. Même si tu passais au véhicule, n'est-ce pas? Tout le monde s'arrêtait pour observer la levée des couleurs. Et nous savions que lever les couleurs, c'était une obligation. Et nous savions que le drapeau devait se retrouver devant toutes les édifices publics. Dis-moi, dans ce pays, à Brazzaville, si on même les ministres, il y a des ministères qui manquent même de drapeau. Et les écoles publiques et même privées ne lèvent les couleurs que le lundi. Une fois par semaine. Dites-moi, est-ce que les enfants comprennent même le rôle de ça? Je crois que si on doit faire un séminaire, c'est enseigner aux gens les valeurs républicaines. Pour les répercuter. Pourquoi on répercute? Parce qu'il faut qu'il y ait une effet sur la population. Ces choses-là, c'est le ministre qui en profite. Après la population, quoi? La population va avoir quoi? Moi, je crois... Vous avez dit que le gouvernement, nous le savons, c'est l'exécutif, non? C'est l'exécutif. Mais l'exécutif apprend pour faire répercuter. Mais est-ce que l'exécutif devrait encore apprendre ces choses-là aujourd'hui? Est-ce que nous sommes obligés de savoir que pour le PND, ils sont obligés d'apprendre encore comment est-ce qu'on doit mettre en musique la volonté du chef de l'État? Est-ce qu'on devrait encore, est-ce que la population doit savoir qu'eux sont en train d'apprendre comme vous le dites, c'est comme un internaute. de résilience. C'est quoi la résilience? Ça veut dire des communications compliquées. On ne sait même plus ce que c'est. Bon, vous appuyez à un internaute un abonné de Chilika Media qui nous écrit sur WhatsApp, qui dit, je crois qu'il abonde dans le même sens que vous, comment le gouvernement peut-il apprendre alors que les gens qui sont là sont censés venir exécuter uniquement le programme de président de la République. Voilà, docteur Constant et Barapéa. Et donc, vous pensez aussi, comme les autres qui sont sur ce plateau, que finalement, les thématiques abordées ne devraient pas passer par un séminaire? Ah non. Moi, dans mon entendement, ce que j'ai dit dès le départ, d'entrée de jeu, j'avais dit, s'il pouvait y avoir un nouveau logiciel, par exemple, une nouvelle technologie de gestion dans le management public, et qu'on doit faire approprier cette technologie aux membres du gouvernement, c'est compréhensible, c'est possible. Mais lorsque vous amenez les thématiques telles que vous avez dit, l'implémentation ou la protocole du PND et tout, mon frère, comment on peut faire? Donc, le gouvernement est devenu un non-lieu, un haut lieu d'apprentissage, de faire du stage. Du savoir. C'est pas ça.
Ça, c'est des questions que chaque ministre ou les ministres concernés travaillent dans leur cabinet. C'est pourquoi les ministres sont des cabinets. Et ce débat, ils amènent ce débat au conseil de cabinet, puisque pendant le conseil de cabinet, le président n'est pas là. C'est le premier ministre qui se retrouve avec ses collègues, ses ministres. Et puis, après avoir débattu de ces questions au conseil de cabinet, on prend des conclusions et ils amènent au conseil de ministres. Mais est-ce que, docteur, est-ce que c'est pas un troisième outil que le Premier ministre a voulu mettre en place après le Conseil de ministre, parce que vous savez que le Conseil de ministre ne dure pas toute la journée. Et le Conseil de cabinet. Voilà, le Conseil de cabinet aussi, vous savez, peut-être qu'il faut un troisième outil de travail mais ça coûte combien? pour essayer d'enrichir les dossiers. Vous avez évalué, ça coûte combien à l'État congolais? Est-ce que le problème? Est-ce que vous, je pense qu'on devait donc aborder, comme vous le dites, l'impact même de ces séminaires, puisque vous voyez combien ça coûte à l'État, mais est-ce que vous avez, vous, mesuré l'impact de ces séminaires? Je prends un exemple, est-ce que, on part du premier séminaire, le premier séminaire, je vais me retrouver rapidement, le premier séminaire qui a eu lieu donc en 2021, oui, pardon, permettez-moi, qui a eu lieu en 2021, dont l'objectif était d'approprier, donc l'appropriation du programme de société, donc du chef de l'État. Alors, depuis là, il y a eu d'autres séminaires voilà, sur l'opérationnalisation du PND. Voilà. Est-ce que vous ne constatez pas l'impact sur le terrain? Quel est l'impact du PND qu'on constate aujourd'hui? Le PND a réellement débuté. Est-ce que le PND, au moment où nous parlons, sauf ignorance de ma part, est-ce que le PND a réellement été mis en exécution au moment où nous parlons? D'accord? Quels sont les impacts? Nous avons perdu des compatriotes il y a même pas au moins d'une année, qui venaient chercher de l'emploi. Le drame d'Ornano. Dites-moi ce que le PND nous a apporté dans ce pays jusqu'ici. Donc, vous ne voyez pas que nous tournons en rond. C'est une diversion. Ce qu'on fait là, excusez-moi, en Boché, on appelle ça au pavara. C'est-à-dire le tâtonnage, au pavara. Donc, il n'y a rien, vous ne pouvez rien faire. Les gens sont essoufflés. Ils sont essoufflés et on crée de la diversion inutile. Est-ce que le PND est rentré en exécution? À quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Si on évalue le programme du chef de l'État à mi-parcours, nous sommes en 2024, les prochaines élections, ça sera en 2026. En 2026. Il nous reste 2 ans. Faisons le bilan à mi-parcours. Quel est le taux d'électricité? Dans toute la ville de Brazzaville, il y a des délestages. Soit l'électricité, soit l'eau. Les questions de l'emploi sont là, les chefs de l'État est revenu sur en décrétant l'année de la jeunesse. On promet 100 000 emplois. Nous avons passé 2 mois, depuis de janvier, février, quel est l'impact sur le terrain? C'est ça le problème. Est-ce que le palais de la ménagère a évolué? Il faut des séminaires, je suis d'accord. Mais l'impact, c'est quoi? Nous sommes à 7. Est-ce qu'on peut s'arrêter? On dit, bon, d'accord, arrêtons-nous aujourd'hui. Faisons donc le bilan de ces 7 que nous avons fait et regardons l'impact sur la société. Parce que faire la politique, c'est quoi? La politique, c'est régler les problèmes sociaux des citoyens. Voilà la politique. C'est régler les problèmes qui se posent dans la société. Les problèmes sociaux d'abord. C'est pourquoi dans les sociétés qui sont stratégiquement émancipées, lorsqu'on fait le bilan, on met plus l'accent sur le volet social. Et vous pensez que le volet social a évolué depuis qu'on on organise ces retrouvailles à coup de millions à Kintele? C'est ça la problématique. Donc moi, je ne crois pas jusqu'ici à l'importance, à la pertinence de ces séminaires. Il faudrait que les ministres renforcent leur cabinet avec les techniciens, les technocrates dans leur cabinet. Ces questions sont traitées à l'interne au niveau des cabinets. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Et puis, on amène ces questions au conseil du cabinet avec le Premier ministre. Et à la fin, on amène ces dossiers au conseil des ministres. Maintenant, s'il y a des ministères qui sont transversales, parce qu'il y a des questions qui peuvent occuper 2 ou 3 ministères, à partir de ce moment, on peut mettre une commission interministérielle. Et on règle ces questions, ça peut prendre le temps que ça peut prendre 2 semaines, 1 mois. Et puis, vous avez un mandat de 5 ans. Donc, vous n'avez pas passé tout le temps à faire des séminaires. Parce qu'il nous reste 2 ans, il reste une année. Voilà. Il reste une année. Ouais, alors, donc, moi j'ai l'impression que c'est le chef d'État, le chef de l'État qui est aujourd'hui le seul Congolais qui ne voit pas que son gouvernement a échoué. Et quand le gouvernement procède par faire les opavaras, comme j'ai dit tout à l'heure, il se tâtonne, il ne sait plus ce qu'il faut faire. On tâtonne, on va essayer, ça ne marche pas.
C'est ça la problématique. Voilà, Guy Bernard Victor, avant de poser la question, je vais rapidement lire les propos, sinon le point de vue de Magloire Motoki qui nous suit. Merci de nous suivre depuis Paris. Ce gouvernement navigue à vue. Nombreux parmi ces ministres n'ont aucune notion du processus décisionnel après avoir entériné les orientations pragmatiques. Bref, un pays en déliquescence totale. Et c'est Magloire Motoki. Vous pouvez aussi participer au débat comme Brice Zwanda qui dit que ces séminaires sont devenus simplement un fonds de commerce. Alors, vous nous suivez en ce moment, vous êtes nombreux à nous suivre, partager le contenu. Alors, Guy Benoît de Victor, revenons sur ce plateau. Je rappelle quand même le 18 juin 2022, si je ne me trompe pas de date, la date d'un autre séminaire, sinon c'est le 4e. Le thème, c'est la réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Alors, est-ce que vous ne constatez pas que ce qui a été dit en juin 2022 a de l'impact, sinon a eu d'impact sur le terrain? Bon, très bien. La réforme de l'État. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a été réformé? Qu'est-ce qui a été réformé de palpable que vous constatez en tant que journaliste sur le terrain? En tant qu'observateur. En tant qu'observateur. Vous voyez, c'est ça ce que j'ai dit. Qu'ont fait l'ayant reçu? Après avoir appris, acquis toutes ces connaissances-là, réformer l'État et la gouvernance, quoi, tu as dit? La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique. Très bien. Pour garantir la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Très bien. Alors, dites-moi, puisque c'était un séminaire, les gens ont appris la réforme de l'État au cœur de la gouvernance pour vue de mettre en œuvre la politique du chef de l'État. Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait des années après? Qu'est-ce qui a été fait? Puisque les gens ont appris comment réformer l'État. Qu'est-ce qui a été réformé? Je vous dis que le Premier ministre, en prenant les commandes du gouvernement, a dit qu'il va faire quoi? Restaurer l'autorité de l'État. Dites-moi, est-ce que après tant d'années passées à la tête du gouvernement, vous avez constaté que l'autorité de l'État a été restaurée? Puisque nous avons encore dans ce pays des gens habillés en tri qui font intrusion dans les tribunaux pour extirper manu militari des citoyens. Bon, vous voyez, vous comprenez cela? Est-ce que la réforme de l'État est en marche? Est-ce que dans un État sérieux, on peut se retrouver dans ces conditions-là? Trouver des individus aussi puissants que l'État, qui défient l'État, vous voyez, qui défient l'État et qui volent, qui ne rendent pas compte, et autour d'eux, il y a une solidarité gouvernementale. Vous comprenez cela? Et dites-moi, la réforme de l'État, c'est à quel niveau? Puisque moi, j'ai sous les yeux ici la lettre du Premier ministre qui écrit à son ministre des PME pour restaurer les salaires des citoyens qui a été opprimé injustement. Vous parlez de l'affaire du FIGA. Vous voyez, voilà. On a raison, on n'a pas raison. Quand nous parlions de ça, les gens pensaient que on était en train de faire de prendre faire cause pour nous quoi. Oui. Mais aujourd'hui, le Premier ministre nous donne raison ou pas? Donc, puisque le Premier ministre est en joint à sa ministre des PME de payer les salaires. Les salaires du gars, et de restituer sa voiture et de le rétablir dans ses droits. Dites-moi un peu. N'avons-nous pas parlé de ça? Oui, mais quelle est la suite? Bon, mais voilà quelle est la suite. Restaurer l'autorité de l'État. La lettre de l'État date de quelle année, de quel mois? 13 janvier. Ah, est-ce que ça a été fait? Non. Bon, si ça n'a pas été fait, l'autorité de qui est bafouée? Vous voyez? 13 février, bon, c'est tellement 13 février, mais dites-moi un peu. Oui. Mais si madame ne s'exécute pas, n'est-ce pas l'autorité du Premier ministre lui-même qui est bafoué? Est-ce que ça a été restauré? Bon, vous voyez, quand vous êtes dans un pays où les citoyens subissent injustement l'injustice au sommet de l'État, je vous dis que l'autorité de l'État n'est pas restaurée. C'est ça, mon cher frère. C'est de ça. Si on est infidèle dans les moindres détails, on le sera dans les grandes choses. Vous comprenez? Ça, c'est des petites choses pour lesquelles l'autorité peut s'affirmer, n'est-ce pas? L'autorité peut s'affirmer là. Il y a les itinéraires de véhicules, il y a les courses de taxi, il y a combien de prix. Ouais. Mais si déjà l'État ne peut pas s'imposer, le taximan ne peut imposer les prix comme il veut, alors que l'État a dit que c'est temps, les commerçants peuvent nous imposer les prix.
de tous les marchands, alors que le gouvernement a dit que la mercuriale existe. Personne ne respecte. Dites-moi l'autorité est à quel niveau. Donc, je crois que nous, ce qu'on attend du gouvernement, ce n'est pas ça. Les séminaires, c'est bien. Tous on veut apprendre, n'est-ce pas? Nul ne peut se suffire. N'est-ce pas? Nul ne peut se suffire. C'est une bonne initiative, comme pensent certains. Mais pour quel impact? Pour quel impact? Est-ce que vous n'avez pas constaté que tous les sujets développés là, c'est des sujets qui devaient être traités en cabinet? Voilà. C'est des sujets qui pourraient être traités en cabinet, non? On a dit qu'il faut mettre en œuvre le PND. Est-ce qu'on est alors au séminaire pour ça? C'est le chef de l'État qui a pensé que cette année-ci, plan national de développement, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il faut faire, les priorités. Mais comme dit un internaute, il dit que ce même projet, ce même PND a été mis en place et sinon établi ou encore mis en place par le même gouvernement qui a élaboré le PND. Ben voilà, le séminaire c'est pour faire quoi? Qui doit apprendre quoi? C'est pas imposé par le FMI. Mais je pense pour qu'ils apprennent. C'est eux qui l'ont fait. Je disais ce voilà. Et il y a aussi des internautes, nos abonnés qui nous suivent. Il y a Magloire Motoki qui revient pour dire un premier ministre obligé de supplier un ministre, parfaite illustration de l'autorité de l'État bafoué. Donc il parle du cas Mikolo et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas exécuté, sinon fait exécuter la décision du premier ministre, sinon les instructions du premier ministre qui voudrait bien que Mbouloukoué entre dans ses droits, donc soit payé ses salaires bloqués depuis un an. Alors, il y a aussi Alphonse Dongo qui nous suit. Merci Alphonse Dongo, et qui nous dit que la pratique des séminaires gouvernementaux permet d'améliorer la gouvernance sectorielle. L'initiative est louable. Toutefois, il se pose un réel problème de mobilisation des ressources financières qui cadrent avec la demande. Alors, à vous, j'ai une question. Je vais me focaliser avec vous sur le 5e séminaire, puisque vous êtes un journaliste qui est souvent sur le terrain pour des questions du banditisme, des antivaleurs et tout ce qu'il faut. Le thème, c'est relever les défis du moment. Alors, on va peut-être pas prendre tous les défis du moment, mais parmi lesquels, je parlais tout à l'heure de la lutte contre les antivaleurs. Est-ce que vous ne constatez pas que depuis ce 5e séminaire, il y a à peu près 2 ans, que le gouvernement met les bouchées doubles, sinon est en train de travailler pour mettre fin aux antivaleurs dans ce pays? Merci bien pour la question. Vous savez, tu sais, Brony, dans la feuille de route du gouvernement, dans les 12 batailles, comme on l'a dit, et à côté, il y a des urgences qui arrivent d'une manière spontanée. Il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, si on peut parler de l'urgence au Congo, il y a 3 urgences. Quand je parle d'urgence, c'est ce qui touche directement à la vie humaine. Sachant que l'État a une mission fondamentale. Blanc Constant a défini le rôle de la politique qui échappe parfois aux politiques. Le but de la politique, universellement parlant, c'est la recherche du bien-être de la population. Mais si cette population doit avoir le bien-être, le premier intérêt, c'est de protéger la population. Combien de morts y a-t-il au Congo déjà du fait de ce banditisme des jeunes au regard de la faiblesse de l'État? Je parle de l'État. Qui incarne l'État? N'est-ce pas le gouvernement? Vous avez le ministre de la Sécurité dedans. Vous avez tous les ministres là-dedans. Je me pose la question. Pourquoi cette insensibilité? Pourquoi ce refus de protéger la population alors que le gouvernement est seul à avoir tout l'arsenal pour régler ces questions? Ou est-ce que nous devons avoir un autre État pour protéger le sujet congolais? Chaque jour, vous constatez, nous avons maintenant la guerre des gangs. On tue à Brazzaville. Si vous m'avez dit avant, je vous livrais tout ce que j'avais. Lorsqu'un État s'arrête de protéger l'être humain, l'État se meurt. L'État déclare sa mort, le philosophe le dit. Platon le dit dans son 7e livre. Nous n'avons pas inventé l'État. Nous avons pris l'État chez les autres. C'est incroyable. Donc, lorsque nous parlons des urgences, d'abord la sécurité. Mais la sécurité est liée à cette fameuse paix qui est devenue un leitmotiv pour les Congolais. Hier encore, je suivais des politiques à la télé, la paix, même les jeunes. Mais quand vous avez les Congolais qui vivent dans le stress, il y a un ministère de la sécurité qui est là. Il y a l'armée qui est là. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des fonds. Il y a le personnel. Mais c'est ça l'État. C'est ça l'État. Mais lorsqu'on n'arrive pas, on banalise la mort. Où sommes-nous? Quel est le bilan du gouvernement en la matière? Le gouvernement peut faire... vous voulez dire des séminaires. Hein. Attendez, le gouvernement peut faire maintenant tout ce qu'il veut aujourd'hui, ce qui est vrai, aussi longtemps que le Congolais vive la mort en face, ils ne s'attendent pas à avoir un bilan ni les acclamations des Congolais. Ça, c'est un. De deux, nous avons parlé du boulevard énergétique.
comme disons un ambassadeur étranger ici. C'est nous, les Congolais, c'est le gouvernement lui-même qui aime le tape à l'œil à la télé. Vous constatez que lorsqu'il lance une politique, il la vulgarise tellement à fond que ça tire l'attention des Congolais. Où est passé le boulevard énergétique? Nous avons un barrage d'Imbulu. Où est passé l'usine d'eau de Djiri? Nous manquons d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses ici. La fameuse agriculture où on nous parle. Et vous voyez qu'il y a des concepts forts. Vous venez de parler de quelque chose ici, un groupe de mots. Quand vous vous écoutez, ça vous épate. Vous avez l'impression que le français naît ici. Mais le problème des Congolais, moi, mon souci, c'est les Congolais. C'est pas le succès du gouvernement. Le problème, c'est lequel? Lorsque la mission gouvernementale réussit, on ne décrète pas le succès. On ne décrète pas le succès. L'impact, c'est dans la vie des populations. On a parlé ici du social. Mais retenez une chose, au-delà de ces formations qu'ils font, c'est une perte de temps de trop. S'ils savent que la mission n'est pas leur, la feuille de route n'est pas leur, c'est la feuille de route des Congolais qui ont voté ce projet. Voilà. Et pour terminer, au niveau des cabinets, lui, il a évoqué quelque chose d'important. Vous savez pourquoi il y a des séminaires? Dans d'autres États, quand vous faites des séminaires, une tradition, ça veut dire que les cabinets sont vides de cadres. C'est ça ce que ça signifie. Allez voir en France, aux États-Unis, on va vous montrer ce qu'on appelle conseiller. Le conseiller, c'est quelqu'un qui a plus de savoir qu'un ministre. Le ministre est un manager. Le conseiller vient avec le savoir. Dans un domaine spécifique, c'est lui qui forme le ministre. Mais nous savons bien quelle est la configuration de nos cabinets. Je ne suis pas contre. On doit le dire. Mais qui compose les cabinets? Et qu'est-ce qu'ils fournissent? J'ai toujours dit, allez là à l'université, il y a des cadres qui chôment. Voici un docteur. Excusez-moi, voici un docteur. Il a fait sociologie politique. Combien de docteurs, de professeurs chôment ici qui ne sont pas utilisés? Y a-t-il un mariage entre l'intelligentsia congolais et la politique? Mais ces mêmes docteurs, vous parlez d'eux, ce sont eux parfois qui vont former les ministres lors de ces séminaires. Attendez, ils sont lesquels, les politisés, qui ont des mauvais bilans. Citez-moi un, je vais vous démontrer son bilan. Il y a certains que je sais qui ont très mal géré, qui ont des mauvais bilans, qui ont fait couler l'économie du pays, qui ne sont indignes. Ils vont enseigner quoi? Mais quand je dis professeur, je me permets de le dire. Vous savez, lorsque je prends ma veste souverain primaire, je reconnais mes droits, je le dis. Voilà. Nous allons aussi, on a vraiment beaucoup d'internautes qui nous écrivent. Alphonse Ndongo revient pour dire qu'il a pris connaissance, il dit j'ai pris connaissance de cette lettre donc du Premier ministre du 13 février 2024 par laquelle le Premier ministre demande à sa ministre des PME de payer les salaires du directeur général du FIGA suspendu. Incompréhensible, insubordination. Il y a aussi Bora Vernier, je crois qu'il répond à Alphonse Ndongo, il dit la faute ne peut pas être celle de mobilisation des ressources financières puisqu'elle se crée par la ressource humaine. La mobilisation des ressources ne tombe pas du ciel, mais du travail de la ressource humaine. Donc, malgré vos affinités avec quiconque, il faut reconnaître que la faute serait celle de la ressource humaine par sa politique. Voilà. Le parrainage. Voilà. Et donc, le docteur Blanc-Constant et Barapéa, revenons-en, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons chuter par aborder donc les conclusions du 7e séminaire. Mais bien avant, je vous rappelle quand même les thématiques et pour vous permettre de lire, sinon de voir l'impact de celle-ci. Je vous parlais tout à l'heure, je reviens sur le 5e séminaire, quand je parle de la mise en œuvre du plan de résilience sur la crise alimentaire. Est-ce que vous ne constatez pas que depuis là, après ce séminaire et depuis cette année, il y a quand même un changement? Mon ami et frère Romeo Kokilas, que j'appelle affectueusement le tsar de temps moderne, a évoqué des questions sécuritaires. Mais il y a un autre volet de la sécurité que nous négligeons souvent, la sécurité alimentaire. Et vous pensez que, après ces retrouvailles de Kintélé, les questions alimentaires ont été réglées? Ah, c'était au tour jumelle. Le tour jumelle. D'accord. Le prix de sac de foufou s'élève à combien? Et moi, je veux du concret. Je ne veux pas. Actuellement, c'est à 40. C'est à 50 000 francs. Je ne veux pas rester dans les élucubrations. Voilà. Je veux du concret. Vous voyez, quand le ministre de l'Agriculture faisait sa gesticulation sur les soucis, moi je suis parti à Ouando.
J'ai discuté avec les gens de Ngoko, là où il a implanté l'une de ces zones agricoles protégées. Le sel de foufou, pendant qu'il y a des ZAP à Ngoko, le sel de foufou est passé, je crois, de 12 ou 13 à 18 000. À Owando et à Makwa, le sel de foufou est passé de 15 à 20 000. C'est du concret, vous avez même les images. J'ai discuté avec le producteur. Alors, si c'est que on se retrouve pour poser ces questions, ils se soucient de la sécurité, l'insécurité alimentaire auquel sont exposés les Congolais, je suis d'accord avec eux. Mais c'est pour quel impact rien n'a changé. Et du côté de la restauration, la réforme de l'État, vous parlez de la... Oui, on a posé la question, qu'est-ce qu'on a réformé? On a réformé quoi, ou dans quel ministère? C'est ça le problème. Et je pense que ce ne sont que des chapeaux de bonnes intentions. S'il y a une chose qu'on pourra retenir de ce qu'ils font, c'est qu'ils ont de bonnes intentions. Mais ça ne doit pas se limiter à de bonnes intentions. Et il y a quelqu'un qui nous pose la question, il revient sur la fameuse lettre du DG, du directeur général du FIGA. Il dit, mais est-ce qu'au séminaire, on n'a pas parlé de Kamikolo qui bafoue l'autorité de son chef? Vous vous en souvenez? Quand Colino Makosso est nommé Premier ministre, j'avais dit qu'il était programmé pour échouer. Et j'avais dit que dans un gouvernement où les gens se tiennent et non se soutiennent, c'est difficile de réussir. Je l'ai dit. Et donc le cas Mikolo vient comme pour annihiler... Mais bien entendu. Je l'ai dit, nous sommes dans un cartel. Dans un cartel, chacun protège sa personne. Parce que, j'ai quand même fait des études là-dessus, il y a beaucoup d'ingrédients dans les mécanismes d'entrée au gouvernement. Et dans le système en vigueur au Congo, on ne rentre pas au gouvernement n'importe comment. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont à l'œuvre pour y arriver. Et c'est une question, entre autres, du parrainage qui est à l'œuvre. Alors, si mon parrain, c'est la personne qui m'a mené au gouvernement plus puissant que le Premier ministre, moi, je fous au pied de décision du Premier ministre, il n'y aura rien. Deuxièmement, c'est que, est-ce que c'est le Premier ministre qui nomme ses ministres ou qui les propose? Alors, vous ne savez pas comment je suis arrivé au gouvernement, vous n'avez rien à me dire. Et c'est ce qui annule l'autorité du Premier ministre dans ces conditions-là. Maintenant, comme je l'ai toujours dit ici sur ce plateau, le Premier ministre ne doit pas pleurer ni pleurnicher quand on est à ce niveau. Vous devez frapper, prendre des décisions fortes. Qui va les exécuter? Maintenant, vous prenez des... Mais dans le cas Mikolo, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous parlons du courrier du Premier ministre qui date du 13 février et qui n'est pas exécuté. Qui n'est pas exécuté, le Premier ministre sanctionne Mikolo. Bruni, je pense le Premier ministre sanctionne Mikolo et si celui qui l'a nommé, c'est-à-dire qui a pris le décret final pour le nommer le président de la République, ne respecte pas, ne fait pas respecter le décret du Premier ministre, j'aurai le tablier. Bruni, je pense que sur cette question, soyons républicains. On doit parler de ça, sans foi aux yeux, lorsqu'on est républicain. Nous connaissons l'autorité du Premier ministre. Ça veut dire, le président a choisi quelqu'un parmi tant d'autres. Il lui a donné la machine à gérer. Et il arrive, il annonce l'autorité de l'État. Tout le monde avait acclamé. Donc le gouvernement devait donner la cadence et le rythme de cette politique. J'ai fait exprès de ne pas aborder cette question. Il faut se poser des vraies questions. Pourquoi Mme Mikolo peut fouler aux pieds l'autorité de chef? Le Premier ministre. Et tous les ministres sont tranquilles. Pourquoi? Est-ce que les ministres du gouvernement comprennent que celui qui les a fait confiance a placé au-dessus de quelqu'un, même s'il est jeune, même s'il n'est pas dans certains réseaux? Mais quand il foule au pied l'autorité du Premier ministre, il foule au pied l'autorité du chef de l'État. Ça veut simplement dire, nous sommes des grands esprits quand même, ça veut simplement dire, c'est un problème de parrainage. Ça veut dire, dans le gouvernement, il y a des ministres qu'on appelle des gros bras. Les gens qu'on ne peut pas commander, pour telle ou telle raison. Et ce parrainage est vieux dans notre système exécutif. Souvenez-vous, lorsqu'on luttait contre les antivaleurs dans ce pays, avec l'ancien feu Premier ministre, paix à son âme. Nous avons parlé à l'époque, à Mwamba comme ça, que ce que vous faites, c'est la solidarité gouvernementale autour du vol. Parce qu'on voulait protéger certains ministres. Mais c'est devenu une culture. Mais c'est incroyable, ça c'est affaiblir l'autorité du chef de l'État. Il nomme quelqu'un. La personne prend une note. N'est-il pas soucieux de cette dame? Mais la note, heureusement, a été publiée. Le Premier ministre aussi doit supporter cela. C'est notre rôle. Mais si déjà, un maillon du gouvernement foule au pied l'autorité du chef de l'État, et plutôt du Premier ministre, ça veut dire elle foule au pied l'autorité et plutôt
la nation congolaise aussi. J'ai pas envie de donner un qualificatif. Parce que, après l'autorité du chef de l'État, le Premier ministre est le prolongement du pouvoir politique du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, de quelle autorité, de quel pouvoir elle a pour résister à l'autorité du Premier ministre? C'est pas croyable. Ce réseau travaille pour affaiblir le Premier ministre. Tu sais, un Premier ministre, c'est souvent un monsieur qui a des hautes responsabilités, qui rend compte au président. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire à l'opinion. Mais nous, par flair, par expérience, nous le sentons. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui boudent l'autorité du Premier ministre. Clairement. Voilà des gens qui fragilisent le pouvoir non seulement du Premier ministre, mais aussi du chef de l'État. Voilà les gens qui travaillent pour le mouvement. Pourquoi doit-on toujours parler de Mme Mikolo? C'est la question que les Congolais se posent. Voilà. Et je pense. Attendez, j'en viens. Je ne suis pas créateur, je ne suis pas alimentaire des réseaux sociaux. Vous allez constater qu'au siège, on a parlé de Mme Mikolo. Partout. Récemment, avec cette affaire-là, que nous attendons les conclusions de la justice. Vous voyez, Mme Mikolo est devenue à la mode. Mais souvent, les Congolais disent, mais qu'est-ce que le Premier ministre dit? Mais on était surpris de découvrir qu'il y a une note. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, la question que vous lui avez posée? Il ne faut pas la poser au Premier ministre, s'il vous plaît. Que Mme Mikolo respecte la République, s'il vous plaît. Voilà. Si elle ne respecte pas la République, implicitement, la leçon qu'il donne à tous les Congolais, qu'il ne faut jamais respecter la République. Voilà. Que Mme Mikolo respecte la République. Par rapport à cela, cette lettre date du 13 février. Donc, nous sommes pratiquement 4 aujourd'hui. À 2 semaines. Oui. Nous sommes pratiquement à 2 semaines. Je pense que le Premier ministre devrait donner une mise en demeure à Madame, ce qu'on appelle généralement du tumatum, Madame la ministre, Madame Mikolo. Et si elle ne s'exécute pas, il doit sanctionner Madame Mikolo sévèrement. Mais qui va exécuter la sanction? Pardon? Si c'est un réseau. Voilà. Oui, mais au moins il aura sanctionné, il prendra témoin du peuple congolais. Voilà. Et ça va confirmer ce que nous disons toujours dans ce pays, que nous avons fait un cartel. Nous avons ouvert cette brèche juste pour montrer, par rapport aux thématiques du 5e séminaire, que la restauration de l'autorité de l'État. Voilà. Rapidement, je vais lire je voulais dire des messages que nous recevons. Allez-y. Oui, non, mais à propos. Et vous savez que même dans cette lettre-là, apparemment, le premier ministre donne le même du contrat, de la teneur du contrat qui liait le jeune Mbouloukoué efficace. Et même de la décision prise par le ministre de suspendre tous ces évoluements et tout le traitement qui se fait. Alors, on est dans quel état? Bon. Dans le cartel, c'est comme ça que fonctionne le cartel. Ça fait des mois que nous avons parlé de ça. Oui, oui. Et donc, vous voyez, moi je veux parler de l'autorité de l'État. Vous voyez ça? Je veux parler de la restauration de l'autorité de l'État. Si déjà à ce niveau du gouvernement, on ne peut pas comprendre ceux qui incarnent l'État. La parole du Premier ministre ou la décision du Premier ministre était de qu'il faut respecter à la lettre. Si un ministre ne respecte pas, dites-moi qui va encore respecter le Premier ministre. Voilà. Si c'est lui qui nomme le ministre, sur proposition du Premier ministre, le président nomme le ministre. Si déjà les ministres qui sont autour de nous ne respectent pas, qui va respecter l'autorité? C'est de ça qu'il s'agit. Et si séminaire il y a, c'est autour de ça qu'il devrait y avoir des séminaires, pas autour de ce que nous avons. Les séminaires, c'est sur le civisme. Hein? Voilà. Nous condamnons là le civisme des jeunes. Nous condamnons. Il va à Bolo. Il y a la déliquescence dans tous les... Mais c'est autour de ça qu'on doit apprendre au ministre comment restaurer l'autorité de l'État, comment gérer l'État, comment est-ce que la République doit être démocratique, comment est-ce que les ministres devraient répondre aux appels des journalistes quand il faut débattre de certaines questions au lieu d'attendre. C'est ça la République démocratique. Je crois que si séminaire il y a, c'est autour de ça. Mais les valeurs républicaines, la démocratie. Comment est-ce que les ministres peuvent faire que la démocratie soit mise en œuvre? Parce que là, elle est séquestrée presque. Même si nous parlons aujourd'hui, eux, ils sont incapables de venir en face des journalistes pour défendre leur point de vue, pour défendre leur vision, alors qu'on les appelle, même les directeurs généraux. Personne, et quand tu appelles les directeurs généraux, ils préfèrent avoir il n'a pas reçu l'autorisation. Même les politiques. Mais c'est là, puisque la démocratie, pour qu'elle s'asseye, il faudrait que, le Parlement joue le rôle qui est le sien, la presse aussi joue son rôle, le gouvernement aussi. L'opinion publique également. Mais quand on séquestre tout cela, au point où le Parlement ne peut plus jouer son vrai rôle, c'est une boîte à lettres, le Parlement.
Bon, quand la presse dit qu'on doit accompagner le gouvernement, je ne sais pas, dans une démocratie, la presse accompagne le gouvernement comment? On dit la presse officielle. On doit accompagner le gouvernement comment? Si on doit accompagner, ça veut dire qu'on doit faire la propagande. Ça veut dire qu'on doit faire passer les images sans commentaire ou sans analyse de ce qui se fait. Même quand Madame Nkolo bafoue l'autorité, il faut seulement faire passer l'image de Madame Nkolo. Même si on apprend aussi en Italie, là-bas, il y a eu encore des situations compliquées avec des gens qui sont allés en séminaire, en mission avec elle. Mais c'est grave. Est-ce que tout ça, ça n'émiette pas l'autorité de l'État? Mais le Premier ministre qui avait pris l'engagement de restaurer l'autorité de l'État. Il est mis en minorité. Bon, comment? C'est clair. Mais quand lui, il est mis en minorité, au moins ça, pour un sursaut, comme homme d'église, il peut jeter le tablier. C'est ce que j'ai dit. Une raison. N'est-ce pas? Une raison. Comment on ne le fait pas? Une raison. Mais c'est quand même un ça ne peut pas se faire dans le sens contraire. Par exemple. Comme vous le disiez tout à l'heure, que celui qui nomme et celui qui valide ses ministres, en l'occurrence le président de la République, et cela se fait dans le sens contraire, que lui décide réellement de supprimer du gouvernement tout ce qui bloque la machine, au lieu de faire partie du Premier ministre. Est-ce que l'information lui arrive? Si tu t'es mis en eau pour que l'information ne lui parvienne pas, parce que quand Barapéa parle du cartel, si tu t'es mis en œuvre pour que l'information là n'atterrisse pas au président, il ne saura absolument rien. Il peut le savoir. Attention. Mais en cette manière, il a demandé des comptes rendus périodiques, hebdomadaires. Mais oui, mais c'est pourquoi faire après. Il peut le savoir. Cette année, c'est après. Nous sommes au deuxième mois, non? Mais j'espère qu'il va y avoir un remaniement ministériel pour qu'on extirpe du gouvernement tout ce qui freine la magie. C'est pas faisable. Bon, regarde. Oui, tout ce qui freine la magie. Mais permettez-moi de lire les autres qui nous suivent, qui participent au débat en direct. Il y a Ami Destin qui dit il n'y a pas de symbiose entre les parties prenantes dans le gouvernement congolais. Il y a aussi Ingrid Mwandibi qui pense que le gouvernement est désormais dans une mission impossible. Il nous faut aller au renouvellement sans appel de la classe politique pour la relance de la machine étatique. Et il y a aussi Jean-Pierre Karma Elenga qui pense, je pense que ce gouvernement ne connaît pas ses priorités. On ne peut pas parler de développement sans un capital humain sérieux, bien formé, en bonne santé, avec l'électricité, l'eau, etc. Moi, je pense que le Premier ministre doit démissionner. Il n'est pas à la hauteur de la mission qu'on lui avait confiée et il n'influence pas comme chef du gouvernement. Alors, BM Grady, et j'aimerais savoir, conseil des ministres, conseil de cabinet, séminaire gouvernemental, quels sont les dossiers analysés au cours de ces rencontres? Que fait une rencontre? Ça fait une rencontre de trop, d'autant plus que leurs coûts financiers sont énormes. Alors, pour Alphonse Dongo, il dit le gouvernement peut bien mettre fin à l'insécurité dans les grandes villes congolaises comme il a eu à le faire pendant la période post-conflit de 97. Alors, pour terminer, Magloire Motoki dit le séminaire aurait de la pertinence si et seulement si les problématiques majeures étaient à l'ordre du jour, notamment les bébés noirs, le panier de la ménagère, etc. Autrement dit, les problématiques dont la transversalité, j'y arrive, sectorielle est avérée. A contrario, ces séminaires aux incidences financières exponentielles sont des aveux d'échec. Alors, nous terminons sur le 7e séminaire. Romu Kokilas le disait parmi donc à la conclusion, ou sinon parmi les conclusions, les compromis, il y a une motion de soutien au président de la République. Mais bien avant, je tiens à vous rappeler que pour cette année 2024 consacrée à la jeunesse, le gouvernement s'est réuni en séminaire pour voir comment matérialiser donc cette vision, sinon cette année dédiée à la jeunesse, et promet donc de travailler désormais sur un chronogramme. C'est du pragmatisme, non? Le mot a un sens. Travailler désormais. Ça veut dire que jusque-là, il ne travaille pas. Désormais, c'est moi qui l'ajoute par rapport à la compréhension. Ok. C'est du pragmatisme. Je suis totalement d'accord. Mais moi, c'est du concret. Vous savez, moi, j'ai fait des sciences sociales. Non, je vous pose la question. Est-ce que ce 7e séminaire, c'est pas beaucoup pratique? C'est pas du pragmatisme par rapport à d'autres? Dans les intentions, oui. Les déclarations. C'est dans les déclarations. Moi, je veux les voir à l'œuvre. Parce que jusqu'ici, on peut quand même s'accorder sur le fait que les 6 autres séminaires organisés se sont soldés par l'échec. Donc, cette problématique, on parle des questions de la jeunesse ou le chef d'État évoqué. Est-ce qu'il fallait attendre 2 mois après la déclaration du président de la République pour
se mettre Nous en ensemble. parlé au Conseil des ministres, vous vous souvenez? Non, nous sommes, on organisait des séminaires. Les séminaires, c'est-à-dire comment faire approprier cela au ministre. D'accord? Comment le ministre doit mettre sur pied un programme d'action pour la réalisation de cela. Est-ce qu'il fallait attendre 2 mois? Tout en sachant que c'est une année. Si vous perdez déjà 2 mois en une année, bon, vous voyez quand même, c'est quelque chose de surprenant. C'est ce que j'ai dit, on est dans ce qu'on appelle l'embauche au pavara. C'est-à-dire les gens tâtonnent, les gens sont à court d'idées. Oui. Et on refuse volontairement de réfléchir. Voilà. On refuse volontairement de réfléchir. Avant la déclaration du chef de l'État, quelle est la politique de la jeunesse au Congo? C'est ça la question. Puisque s'il y avait déjà une telle politique, la déclaration du chef de l'État, ou bien venez juste en appui. Parce qu'on a déjà un fonds qui est là. Or, j'ai l'impression, en tout cas je dis bien, j'ai l'impression que n'y avait aucune politique des jeunes au Congo concernant l'emploi, concernant le ceci, et on va se trouver en séminaire pour regarder comment nous allons le faire. Et j'avais vu que le ministre en charge de la jeunesse avait exposé. Et moi, j'ignorais que les séminaires, quand on parle de séminaire, c'est chaque ministre qui vient exposer ce qu'il a dans son département. Moi, je croyais qu'on faisait venir des sachants, des experts qui viennent. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Je dis par rapport à ça. Moi, je n'ai pas suivi les autres. Je dis par rapport à ça. On est sur le concret là. Oui. Je croyais qu'il y avait des experts, mais de ce que j'ai compris, j'ai vu qu'il y avait des prises de parole de certains ministres. Et même les anciens ministres. Qui doivent venir. Ils ont fait échec. Bon, partager, voilà, les anciens ministres qui ont échoué, les échoués qui viennent enseigner aux autres. On enseigne quoi? On ne peut que transmettre l'échec. J'ai pris la dernière fois l'exemple où mes amis qui ont échoué en 5e, ils sont aujourd'hui enseignants, ils enseignent jusqu'en 3e. C'est quand même curieux. Et on est surpris de voir les résultats scolaires que nous avons aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a pas d'espoir possible. Il faut peut-être, je ne parlais pas de réinventer la machine, mais d'insuffler un nouveau vent au sein de l'appareil gouvernemental. Parce que, il faut le dire, l'appareil gouvernemental est grippé. C'est complètement grippé. Et il faut donc dégripper, mais avec qui? Il faut quand même regretter que, bon, j'ai l'impression que le président ne connaît pas les Congolais. Il connaît son entourage, les jeunes du PCT quand on le présente, quand il y a les manifestations, c'est les jeunes militants, on prend au PCT, on prend au MCD, c'est ceux-là qu'il connaît. Et ses amis, ses enfants, les enfants de ses amis, ce sont ceux-là que le président connaît, parce que quand il y a des remaniements, quand il y a des nominations, c'est ceux-là qu'on amène. Et les cabinets sont parentocratisés. À partir de ce moment-là, il n'y a rien à attendre de cette directive. Nous allons nous retrouver ici l'année prochaine, ou en fin d'année, le 31 décembre de cette année, pour faire le bilan, qu'est-ce que l'année de la jeunesse nous a apporté. Mais je tiens à souligner, c'est que on peut trouver les 100 000 emplois, c'est possible. Mais comme il y a une précarité de la pensée, les gens ont refusé de réfléchir. Tout simplement, les gens ont rendu les armes. On tâtonne, on va au séminaire, on fait au ceci, ensuite ce que les gens disent sur les médias, et puis on essaie un peu de racoler et formuler un... Non, c'est pas ça. Voilà, il y a un autre abonné qui nous a écrit depuis le Tchad pour nous dire que la majorité de nos ministres n'ont pas de notion du droit administratif. Or, la gestion et l'organisation de l'administration publique a pour fondement ce droit. Et voilà, merci, voilà, merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés du Tchad qui sont en ce moment en ligne avec nous. Merci de votre participation à cette émission. Alors, Guy Bénat Victor, voilà, c'est la dernière question que je vous pose, hein, c'est sur le dernier, sinon le 7e séminaire gouvernemental. Voilà, on a parlé de la jeunesse, hein, pour le gouvernement, on veut voir de fond en comble comment matérialiser la vision du président de la République qui voudrait bien que cette année soit consacrée à la jeunesse. Et c'est du pragmatisme, non? Annonce, c'est déjà d'abord conseil de ministres et puis séminaire pour aborder ce sujet. On infantilise la fonction de ministre ou l'institution gouvernementale. Est-ce qu'un gouvernement est un parti politique? Aujourd'hui, dans ce pays, on donne l'impression que le gouvernement, c'est une majorité. Hein, c'est une majorité.
partis politiques comme l'ensemble de ceux qui soutiennent le président. Dites-moi un peu, la motion de censure vient faire quoi dans le séminaire? La motion de soutien vient faire quoi là-dedans? Bon, qui soutient le président? Vraiment, les membres du gouvernement qui sont à l'exécutif, choisis par le président pour faire une politique. Voilà qu'à la fin des séminaires, comme dans le PCT et dans d'autres partis, bon, motion de soutien au président de la République. Voilà. Bon, dites-moi un peu, est-ce que ça, ouais, nous sommes encore dans le communisme où il faut toujours la motion de censure non, moi je parle de censure, de soutien. Est-ce que le gouvernement devrait vraiment arrêter? Bon, la phrase là qui a introduit ça dedans là. Motion de soutien au président de la République. Pour chercher quoi? Le maintien. C'est pour chercher le maintien. Parce que les hommes politiques, quand ils le font, c'est pour flatter le président. Bon, les membres du gouvernement le font pour faire quoi? Après avoir fait un gouvernement, on les attend à l'acte. Ils sont jugés à l'acte. On les attend à l'acte, qu'ils passent à l'action. Tel que vous avez parlé de la jeunesse. Mais moi, je l'ai dit dans ce studio. Dites-moi si le président a consacré l'année de la jeunesse. Je vous avais rappelé ici qu'il l'avait déjà dit en 2021. On n'a rien eu. Après, on a trouvé la raison à cause de... Non, il avait dit en 2019. On n'a rien eu. On a trouvé la raison par rapport au Covid. N'est-ce pas? Maintenant, il revient encore. Mais si on consacre l'année là à la jeunesse, ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu une politique de la jeunesse dans ce pays. Mais le ministre de la jeunesse faisait quoi depuis qu'il est là au gouvernement? Si aujourd'hui, là, on doit consacrer cette année de la jeunesse, qu'est-ce qu'on doit faire? On crée les emplois, on crée ceci, mais on ne nous a pas encore dit comment on devait créer les entreprises pour qu'on trouve les emplois. Vous comprenez cela? Et en ce moment-là, c'est du tâtonnement. Si tu as dit embaucher, ça s'appelle comment? Au Pavala. C'est au Pavala. Vous voyez pas? C'est au Pavala. Parce qu'en ce moment-là, c'est compliqué. Parce que je vous dis, sans passion, que c'est comme un amusement. Vous voyez, et on dirait que il n'y a pas de surveillant du gouvernement. Vous voyez, on dirait que le Parlement n'existe pas pour contrôler l'action du gouvernement. Parce que s'il y avait un Parlement sérieux, c'est sûr qu'on devait les interpeller. Est-ce que pour apprendre comment mettre en œuvre la vision du chef de l'État pour prendre en main la jeunesse cette année-ci, on doit aller au séminaire? Est-ce qu'on doit aller au séminaire? Et le chef de l'État lui-même, il fait la... Vous voyez, pour mettre en musique la volonté du chef de l'État qui a dit à l'année de la jeunesse, on a même pris un collectif budgétaire pour prendre en ligne de compte cet aspect de choses. Est-ce que pour ça, on doit organiser un séminaire? Pour qui? À l'attention de qui? Du Premier ministre ou des autres ministres ou du ministre? C'est le ministre de la Jeunesse qui doit mettre en musique parce qu'il a reçu des instructions fermes du président relayées par le Premier ministre. Vous comprenez? Mais c'est ça l'État. Bon, mais quand on doit mélanger et l'administration et la politique, motion de soutien, motion de ceci, motion... D'ici là, en ce moment, on ne comprend plus rien. Le gouvernement Makosso, c'est la mouvance présidentielle. En dehors du Parti congolais du travail qui fait les motions au président et tous les autres partis de la mouvance qui font les... Bon, voilà, le gouvernement aussi rentre dans la danse pour faire les motions de soutien au président de la République. Est-ce que c'est ça? Le président vraiment de la République, là où il est là, il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Le président de la République a besoin de ça ou il a besoin de voir une équipe de gouvernement qui travaille pour redorer son blason. Parce qu'on pense que le pays n'avance pas trop. Comparativement à d'autres pays qui ont pris de l'ampleur après nous, qui ont découvert du pétrole après nous, qui ont eu de la richesse après nous. Parce que quand nous sortons des indépendances, les autres pays n'existaient presque pas. Nous avions de la richesse. Nous avions des entreprises avec l'arrivée des Massamba Dubaï, où nous avons créé des entreprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en a plus. Je crois que le président attend ces ministres-là sur ce terrain-là. Ce n'est pas attendre qu'ils disent motion de soutien au président de la République. Attends. Merci beaucoup, Guibern. C'est quoi? Parce qu'on boucle avec vous, mais je vais rapidement lire ce qui est écrit et participe à ce débat en direct. Merci de le faire. Timothée Madjou, c'est encore un néologisme ce soir, après au Pabara, qui enrichit, comme dit Obambenga Kosso, que vous avez enrichi la culture ce soir. Donc, il y a aussi la séminariose ou la maladie
ici des séminaires, comme donc dit Timothée Madjou qui nous suit. Et il y a aussi Bora Vernier qui dit même 500 000 emplois sont possibles, Doc et Bara, mais hélas, il faut dégripper l'appareil gouvernemental d'abord. Alors, dédier une année, ça c'est Enes et Enebes de Noah qui nous écrit pour dire qui participe à ce débat. Dédier une année à la jeunesse pour un pouvoir en place, il y a des lustres et un aveu d'échec en matière de politique des jeunes. Cette jeunesse pour laquelle enfants dits des générations futures auraient soi-disant été mise en place. Ayant constaté cela, une alternance devrait s'imposer à tous qu'on est patriotes. Voilà, donc il y a aussi donc Bora Vernier qui revient pour dire comment le Parlement serait crédible et sérieux pendant qu'on est député et ministre à la fois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci d'avoir participé. Gimbi Diadamba, il y a Marie Chikaya, vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment de par le monde et merci d'avoir participé à ce débat. Merci à Sobambinga Koso qui nous fait remarquer un petit souci de son ce soir et peut-être des problèmes de connexion internet également. Vous savez que bon, de temps en temps et par rapport aux intempéries, le réseau peut subir des coups. Voilà, merci. Donc on va boucler avec Romy Kokilas, le présentateur de Mag le Bazar. Et donc le séminaire aussi, les séminaires sont dans le bazar totalement. Voilà, des bons bazars en tout cas, comme nous l'avait démontré ici. Mais la question de la jeunesse me préoccupe de plus belle. Les autres ont su le dire ici. Il faut être objectif et honnête avec soi. Ils l'ont dit ici. Quand le président décrète l'année de la jeunesse, parce qu'effectivement, il s'est rendu avec évidence que rien n'est fait pour la jeunesse, alors qu'il y a un ministère de la jeunesse. Lorsqu'un chef de la maison dit balayer la maison, c'est que la maison est sale. Et chaque fois que le président sort pour le dire, c'est qu'il a fait un constat sur l'action gouvernementale. Mais je crains, j'ai un trouble lorsque je vois le même ministère saisir les manettes, alors que le ministère de la jeunesse ou le gouvernement n'a aucune politique de la jeunesse au Congo. Sinon, laquelle? Il faut les mettre au défi. Est-ce que des gens qui ont fait échec depuis des années, est-ce que ces gens-là peuvent réussir la politique du chef de l'État? Là, le gouvernement va taper sur un nid d'abeilles. Pourquoi je le dis? Le président est vers la fin de son mandat. Il touche là la couche qui compose l'électorat congolais. Oui, la plus sensible, la plus forte, la plus nombreuse. 64% des jeunes au Congo. Oui. Attention, pour la première fois, on parle au grand jour comme ça, l'année de la jeunesse. Pourquoi et comment? Le président s'est rendu compte, tous on était inspirés de l'affaire de Ornano. Et donc le président veut relever très vite un défi. Or, lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit les priorités, les préoccupations. Aujourd'hui, c'est patent, la jeunesse congolaise est en perte de vitesse. Vous avez un problème de rééducation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois moins 2, ça fait 10. Le chrono fonctionne déjà. Donc, en 10 mois, il faut reconscientiser cette jeunesse. Deuxièmement, partout dans le monde, on règle le problème de la jeunesse par la création des emplois. Or, depuis toujours, le Congo n'avait jamais construit son économie. Ces gouvernements qui sont passés n'ont jamais construit leur économie. Alors, où est-ce qu'on va employer les jeunes? Lorsqu'on parle des emplois, mais il faut au préalable avoir des emplois. C'est-à-dire que là où caser les jeunes. Voilà. Donc, au même moment, on réfléchit sur la jeunesse, l'agriculture sera boostée en 10 mois, le domaine de l'environnement, la pêche, ainsi de suite. Vous voyez que c'est paradoxal. Et qu'est-ce que je constate? J'ai l'impression que le gouvernement ne connaît pas sa jeunesse. C'est comme un père qui ne connaît pas ses enfants. Parce que j'ai vu certains ministres, certaines autorités, convoquer la jeunesse pour les écouter. Moi, j'ai des enfants à la maison, ce sont les enfants qui vont me dire ce qu'ils sont, ce qui leur manque. Mais nous sommes quand même dans un État. L'État doit connaître les problèmes de la jeunesse. Même nous, les journalistes, nous savons qu'il y a perte de vitesse, il y a l'immoralité des jeunes à côté, il y a un manque d'emploi. Mais donc, le gouvernement a du pain sur la planche. Et il faut craindre que les politiques se saisissent de cette affaire. Parce que, nous l'avons dit ici, vraiment c'est très triste. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui attendent lorsque le président a parlé. Ça devient un leitmotiv. Ils font le semblant. Qu'ils sachent une fois de plus, il faut les rappeler. Tout ce que le président débite, c'est pour le bien des Congolais. C'est pas pour le bien des gens qui veulent s'enraciner au poste. C'est là où je demande toujours aux Congolais de s'approprier de leur pouvoir. Le président, c'est les Congolais qui l'ont placé là.
Mais que font les membres du gouvernement et les politiques? C'est comme il a dit. Ils veulent souvent les flatter, mais ce qu'ils oublient. Le chef de l'État que vous voyez là, Denis Sassou Nguesso, a traversé les temps. Il a vécu l'époque des honneurs. L'ancien régime se voulait de la sorte. Quand on chante Denis Sassou, Téléma, mais il a connu tous les honneurs. Donc ceux qui viennent en retard pensent qu'ils vont aider le chef de l'État, qui a beaucoup de bilans, dans sa célébration, ainsi de sorte. Mais c'est révolu, c'est un comportement communiste. On n'est jamais resté des honneurs. On n'est plus dans cette époque. Et le président, quand il voit, il rit. Il rit, c'est que celui-là n'a rien à donner. Voilà. Et par rapport à cela, je vais chuter pour dire, il faut que le président apprenne à taper sur la table. C'est son mandat. À la fin, il sera en face des Congolais. Parce que nous n'allons jamais tribunaliser un ministre. C'est le président qui sera intégré parce qu'il va succéder le suffrage. C'est le moment où jamais le président doit tenir compte des rapports de son premier ministre qu'il a nommé pour virer certains ministres, pour qu'il puisse avoir son honneur et surtout triompher devant les Congolais qui vont lui faire confiance demain. Voilà, merci et nous bouclons cette émission par vous qui êtes en direct. NSBS de Noah. En fait, le PCT est en phase d'usure. Il n'y a plus rien à faire. Ils font passer du temps jusqu'à la fin des choses. Ils n'y plus eux-mêmes. Ils ne sont plus eux-mêmes. Nous avons cessé d'y croire il y a bien des lustres. Les ébins, l'Ikibi Tchala, je me demande comment le gouvernement va financer ces 100 000 emplois, sachant que la loi de finances a été, dans 2024 avait été votée avant le discours du président. Okumabolo Kameleboro, création d'emplois, oui, mais avec quelle ligne budgétaire? Aucune ligne budgétaire a été prévue dans le budget de l'exercice 2024 pour le financement de l'année de la jeunesse. Obaminga Kousso, pour terminer, il dit pour savoir ce que veulent les jeunes, point besoin d'être sorcier, il faut les écouter, les entendre, les comprendre et agir. Merci à vous qui nous suivez. Merci encore. Je pense que vous n'êtes pas sur Tchelika en train de faire Opabara. Non, vous êtes dynamique, vous participez au débat, faites-le et continuez à le faire. Le débat se poursuit sur YouTube, sur Instagram, TikTok et sur notre page Facebook. Merci à vous. Dictionnaire politique arrive à sa fin. Nous allons nous retrouver le samedi prochain avec une autre thématique. À bientôt.